You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 29 du Fly Podcast Fly, épisode spécial, épisode d'urgence, ce n'était pas prévu, on revient dès cette semaine puisque c'est tombé hier soir, Doug Pederson n'est plus l'entraîneur des Philadelphia Eagles, Doug Pederson c'est fini et c'est une surprise. Pour en parler, Loïc et Grégory, bonjour à vous. Salut. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Alors quand je dis c'est une surprise, pour ceux qui suivent tous les dénouements sur Twitter de ces dernières 48 heures, c'en est plus vraiment une. Mais je vais juste, parce que beaucoup d'entre vous peut-être ne suivent pas les réseaux sociaux au jour le jour, je vais juste vous expliquer en 2 minutes comment on est passé d'il y a une semaine dans le podcast où on vous dit Doug sera l'entraîneur des Eagles l'année prochaine, à Doug n'est plus l'entraîneur des Eagles. Ce qui s'est passé, pour faire simple, c'est qu'il y a eu une première réunion. Lurie l'avait annoncé, une réunion pour parler d'année prochaine, savoir ce que Doug Pederson allait faire, qui il voulait mettre au poste de coordinateur, s'il y avait des pistes, quel était le moyen de vraiment de réparer cette franchise. Et il se trouve que ça s'est pas bien passé. Mais alors quand je dis ça s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Doug, soit il voit pas le problème, soit c'est sa manière de fonctionner, il n'a proposé que des promotions internes. Alors que Lurie, lui, voulait des recrutements externes de personnes expérimentées. Doug a plutôt proposé la promotion de Press Taylor en coordinateur offensif, et de garder notre coordinateur des special teams, et de promouvoir au niveau des coordinateurs défensifs notre coach de la defensive line ou notre ancien coach des defensive backs qui a été catastrophique à Détroit. Donc il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture et peu à peu on a vu fuiter des éléments disant qu'il y avait une rupture. C'est certainement d'ailleurs la franchise qui l'a fait fuiter pour nous préparer. Mais enfin, le fait est que on nous a dit qu'il va y avoir une deuxième réunion parce que là c'est chaud. Parce que là ils sont pas d'accord du tout. Et bam, c'est tombé hier soir, la deuxième réunion a eu lieu et Doug Pederson n'est plus l'entraîneur des Eagles. On va revenir sur la conférence de presse de Lurie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette conférence de presse. Mais d'abord, je voudrais votre sentiment. En 1 minute, après on va développer, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Doug Pederson est viré des Eagles? Grégory. Moi, je l'ai tweeté hier dès l'annonce. J'avais envie de le remercier parce que c'est le coach qui nous a amené au Super Bowl, qui nous a fait remporter le Super Bowl. Donc voilà, pas de rancœur, pas de haine évidemment, ou même pas de colère. Oui, la saison était décevante. Oui, il y a eu plein de mauvais choix. Oui, cette saison restera dans les annales tristement parce que on n'était plus vraiment habitué à ça. Mais j'avais envie de saluer et j'ai envie là pour commencer de saluer le coach qui nous a fait gagner le Super Bowl. Alors, il y aura plein de raisons à cette victoire, les joueurs, l'alignement des planètes, le mental, ce que vous voulez, mais il est quand même une partie prenante de cette victoire. Son audace, c'est-à-dire tout ce qu'on a aimé chez lui, le courage, les force down, le management. Special. Ouais, voilà, le fili quoi. Voilà, c'est tout ça. Merci, un grand merci. Je pense, j'ai évolué au fil de la saison. Vous étiez déjà plus déterminé que moi à le faire partir. Je pense que c'est finalement le bon moment, tout ce qu'on voit là. Le bon moment pour la franchise, le bon moment pour lui aussi, je pense. On parlera de ce qu'il proposait à Lurie après, mais moi, je voudrais saluer un coach qui nous a fait gagner le Super Bowl et qui nous a emmenés régulièrement en play-off et qui part avec un bilan positif en ratio victoire-défaite. Donc, ça fonctionnait plus, c'est incontestable. Je pense qu'il n'était plus l'homme de la situation au fil de la saison. J'ai mis plus de temps peut-être à le voir que vous. En tout cas, je voulais m'accrocher à ce qu'il était. Donc, au revoir, merci et bonne chance pour la suite. Loïc, ton sentiment? Ouais, un peu comme Greg, mais moi le premier sentiment c'est Howie Roseman a encore gagné. Alors, on y reviendra.
Parce que je sens bouillon. Oui, mais la j'aimerais qu'il manière nous parle dont de Doug. Il y a 10 minutes, j'ai dit à Loïc, on structure les choses, on parle de Doug et C'est ensuite fou, hein. de Howie. Mais lui, il peut pas. Il Non, est mais parce bloqué. que il faut expliquer à tout notre peuple vert, tout notre peuple vert, et c'est pas méchant ce que je veux dire. Loïc n'est pas un homme de médias. Loïc a décidé de faire la peau de oui. Victor a tel actu. Moi, c'est mon métier. Mais Loïc a décidé qu'il rentrerait bien en tête. Loïc, prends la minute donnée par Victor pour nous parler du bilan de Doug Peterson en coach des Eagles. S'il te plaît, mon poulet, sans prononcer le mot de oui. Non, mais honnêtement, ce que je trouve détestable, c'est d'en faire le bouc émissaire pour toute la situation. Je trouve ça Ça, dégueulasse. Pour Ça, moi, c'est c'est vrai. pas le seul responsable, on en parlera tout à l'heure, mais il y a 2 autres personnes qui sont tout autant responsables que lui, c'est Howie Roseman et Jeffrey Lurie. Mais après, on va pas faire non plus les étonner. Hein. Doug Peterson a pris des mauvaises décisions aussi depuis maintenant plusieurs années. C'est pas non plus injustifié qu'il soit viré. Ce qui est injustifié, c'est qu'il soit le bouc émissaire. Après, C'est sûr. vu les propositions qu'il a faites pour les changements de coach, soit il a fait délibérément parce qu'il voulait se faire virer. Et ça engendrait le fait, à mon avis, la rupture elle a eu lieu il y a 1 an quand ils l'ont forcé à faire les changements dans son coaching staff alors qu'il avait dit qu'il voulait pas. A priori, à cette époque-là, il aurait menacé de démissionner, mais ils l'ont pas pris au sérieux. Voilà, mais moi, à partir du moment où pour la 2e année de suite, tu vas forcer ton head coach à faire des changements contre son gré, bah tu peux pas continuer avec, c'est pas possible. C'est mieux pour tout le monde que ça s'arrête en fait. Moi, je suis pourrais pas d'accord, et continuer. c'est quelque chose sur lequel on est d'accord tous les trois. C'est il y a un moment, cette séparation, elle est bonne pour tout le monde. Tu l'as dit, donc j'ai commencé à dire, mais Doug, voilà, voulait Prestelor en offensive tackle, il voulait Matt Burke ou Corey Coordinateur. Hundlin, Parce que en- si oui, tu le mets tackle pardon. Prestelor, Oui, pardon. Ouais. Donc Burke et Hundlin en coordinateur défensif, voilà. Et comme tu le dis très bien, il y a un moment, si t'es head coach et que 2 ans de suite on te dit tu ne prends pas les décisions, on va prendre les décisions à ta place, c'est intenable. Donc il y a un moment, si les Eagles sont plus d'accord avec la ligne Doug, ça fait sens que ça s'arrête côté Eagles. Si Doug peut plus prendre aucune décision, ça fait sens que ça s'arrête côté Doug. Et comme dit très bien, pour le coup, Grégory, on n'oubliera pas les belles années, on n'oubliera pas le premier Super Bowl de l'histoire des Eagles. Mais je pense qu'à un moment, c'est aussi d'intelligence de savoir se dire au revoir au bon moment, et que là, c'était le bon moment pour une séparation entre les deux camps, c'est tout. Et ça n'enlèvera rien à une victoire au Super Bowl, à 3 qualifications en play-off, à des moments mythiques, et on n'oublie pas tout ce qu'il a fait, mais il y a un moment, il fallait un changement. non mais moi On après, est 2 à pas oublier, il y en a un qui oublie, il a pas dit une fois merci à Si, il Doug. a dit qu'il était Pas une d'accord fois, avec il a dit toi. merci, mon j'ai Dougie. dit que j'étais d'accord avec toi, je vais pas répéter. T'as pas ce que dit t'as merci, mon hein. Dougie d'amour. Je veux merci, mon Allez, Dougie dis d'amour. merci, Doug. Bah merci Doug, bien évidemment, merci Doug. Mais attends, Greg, il passe son temps à nous dire hors antenne, oui, faut pas répéter ce que les autres ont dit, et tout, c'est pas comme ça que ça se fait, blablabla. Ah, good Non, point, je voulais good que tu point. dises, mon petit Dougie, je t'ai aimé, mais maintenant casse-toi. Et un petit tacle à Greg qui la semaine dernière fanfaronnait d'avoir eu raison sur qui allait rester entre Doug, Howie et Wentz. Ouais, chaud. Chaud. Et ouais, c'est Et on vrai, l'a t'as vu. raison. Ah là là, il s'est Bah, vendu trop vite. il s'est J'avais vendu. raison la semaine dernière, j'ai tort cette semaine. Non Bon, mais eh bien, très bien. Ben, on va marquer une toute petite pause et on va tout de suite rentrer dans le détail de ce qui a été dit dans la conférence de presse de Jeffrey Lurie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une différence de vision. Voilà comment Jeffrey Lurie a expliqué le départ de Doug. Je vais quand même lire 2 paragraphes très rapidement, mais qui sont importants. C'est un tournant et nous devons rajeunir. Nous devons avoir beaucoup plus de choix à la draft et nous devons accumuler autant de talents que possible à long terme. Il faut se concentrer sur le moyen long terme et non sur la façon de maximiser 2021. Et ce n'est presque pas juste pour Doug parce que sa vision doit être « Que puis-je faire pour résoudre ce problème tout de suite et quels entraîneurs puis-je avoir pour m'aider en 2021 ?» Ma vision est bien plus comment pouvons-nous retrouver le succès que nous avons eu, ce à quoi nous nous sommes habitués. Ce n'est pas une différence d'opinion,
c'est une différence de vision. Nous avions, et j'ai vraiment le sentiment, qu'il était dans l'intérêt de suivre nos propres voies de cette façon. Donc ça, là, il y a plusieurs choses qui sont clés. La première, c'est, en gros, Doug voulait gagner maintenant, nous on veut gagner plus tard. Pardon de dire comme ça, mais c'est ça. Ce qu'il ne dit pas, mais qui est en filigrane, c'est on n'était pas d'accord sur les noms des mecs à mettre dans le staff. Bon, ça, ok. Et moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est quand il dit il faut accumuler les talents sur le long terme et avoir autant de draft picks que possible. Et ben moi, je vous dis, ça pue le trade down. Le choix en 6, si on le fait, moi maintenant, je serais très étonné. Messieurs, tout de suite, Loïc, pour changer, tu vas parler en premier. Tout ce que je viens de dire, là, toute ta conférence de Lurie, qu'est-ce que tu comprends, ou en tout cas, quelles sont ta réaction sur les justifications de la séparation avec Doug ? Bah moi, de ce que je comprends, c'est que la majorité des vétérans vont dégager. Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui vont pouvoir être tradés, coupés ou ce que vous voulez, enfin, si tu suis la logique de ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. S'ils veulent faire jouer les jeunes, enfin, ce qu'ils nous avaient annoncé il y a 1 an. Et au final, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, c'était des circonstances exceptionnelles, mais en fait, on en revient à ce qu'il disait il y a 1 an. T'as l'impression qu'on a perdu 1 an. Mais par contre, quand il dit on veut revenir au succès qu'on a connu, bah ouais, mais le succès que t'as connu, c'est avec les vétérans. Donc, d'un côté, tu veux le succès avec les vétérans, et de l'autre, tu veux rajeunir. Moi, jusqu'à présent, Howie Roseman, il nous a pas prouvé qu'il pouvait drafter correctement et faire en sorte que ces drafts permettent de gagner quoi que ce soit. Hein. Ok, il y a eu Wentz en 2016. Mais oui, parce qu'en plus, la justification de Lurie pour les choix de draft est lunaire, mais on y reviendra. Mais toi, Greg, ouais, tu comprends ce discours. Tu penses que c'est ça, enfin, on va dire c'est un discours de façade ou c'est vraiment écoutez, on va pas gagner pendant 2-3 ans et puis il va falloir faire avec et on va reconstruire une équipe from bottom to top. Je crois pas une seconde à on repart de zéro et il faut gagner parce que on disait en début de saison qu'on avait 2 ans pour gagner avec cette équipe-là, que justement la crise sanitaire faisait que on avait des vétérans expérimentés, on savait pas que Wentz allait être cassé, hein, par exemple, et que c'était un bon spot finalement. Et en vrai, quand je vois la saison se dérouler, c'était un bon spot. C'était un bon spot. Quand on voit l'état de la NFC, ouais, je pense que c'était un très bon spot. Ouais. C'était un très bon spot. Bon, ça, c'est les regrets, mais on va pas revenir dessus 3000 fois. Ouais, la justification, fallait bien trouver quelque chose. Fallait bien trouver quelque chose à la fois pour justifier le départ de Pederson et le fait de garder Howie Roseman. Ça, on va y revenir dans un instant. Je pense que Doug Pederson sincèrement n'avait plus assez de recul en fait, et que ses promotions internes c'était pas pour se faire virer, c'est que je pense que c'était on le fait à ma façon, on le fait pas, limite un peu d'inconscience en fait, et de pas avoir vu exactement ce qui pouvait arriver, parce que il voulait pas de quelqu'un d'extérieur qui pouvait rogner sur son pouvoir, il voulait garder la main mise et c'était pas possible avec les gars au-dessus. Donc je pense que Lurie a raison de dire qu'il faut repartir avec des jeunes. On a réclamé ça tout le temps. Loïc et toi étiez là à dire il faut faire jouer les jeunes talents. Là, tu fais partir ton defensive coach qui lui ne faisait jouer que les vétérans, et Pederson qui a eu un mal fou à bencher des vétérans pour lancer des plus jeunes. Donc c'est cohérent. Maintenant, ce qui est moins cohérent, c'est que tu annonces déjà à tes supporters que tu vas en chier l'année prochaine, quoi. Et moi, j'aime pas ça, parce que il y a suffisamment peu de matchs et suffisamment peu de mois de NFL pour dire que tu te lances sur une année blanche. Donc ça, pour moi, c'est pas entendable. Tu peux dire, avec le talent qu'on a actuellement dans l'équipe et nos futurs choix de draft, on doit être capable dès l'année prochaine de proposer quelque chose de sympa pour envisager la victoire au Super Bowl dans les 2-3 ans. Et ça change tout en éléments de langage. Tu vois, moi je trouve que ça change tout, et c'est pas dit. Et on parlera des choix de draft. Il y en a eu des catastrophiques. J'ai des arguments sur des bonnes sélections. Après, play to win the game. Après, Victor, attends juste. Quand tu dis que Schwartz ils l'ont fait partir, l'info qu'on a eue là, c'est qu'ils l'ont pas fait partir, c'est qu'ils voulaient qu'il reste. Doug voulait le re-signer, ouais. Et il a dit non merci, au revoir.
Oui, mais Donc, ça, le c'est gars- normal de le virer, on l'a critiqué toute la saison. Mais ils l'ont pas Et ça viré, va c'est pas ça avec le des truc, jeunes. c'est... Non, mais, je veux dire, si tu... Non, mais attends, ils l'ont pas viré Ils parce auraient que fini par le le virer. timing, ils auraient fini le par le timing virer. fait que Doug voulait le garder. Quand tu sais maintenant que Doug s'en va, t'as compris qu'il l'aurait fait partir. Et si tu fais jouer des jeunes, vous m'avez dit toute la saison que c'était pas un mec capable de faire Mais bien défendre des sûr. jeunes. Mais bien sûr. Donc, Non, mais moi, il y a deux choses que je veux dire. C'est un, je reprends Herm Edwards. You play to win the game. Donc il y a un moment, dire, en gros, on attend 2-3 ans de se reconstruire. Non. Il y a un moment, tu joues pour gagner demain. En NFL, il n'y a pas de plan à 5 ans. Il n'y a pas de plan à 3 ans. Il n'y a pas de plan à 1 an. Il y a des plans à 3 semaines. C'est comme ça la NFL. Ça a toujours été comme ça. Les Dolphins, ils commencent l'année 2019. Tout le monde dit ils sont partis pour 5 ans de reconstruction. Ils sont nuls à chier, ils vont faire 0-16. Les mecs, ils font une saison à 5-11 ou 6-10, je me souviens plus. Ils draftent très bien. Ils font les bons échanges. Ils sont quasiment en playoff cette année. Et alors qu'ils sont quasiment en playoff, ils vont avoir des choix de draft sur le podium de la draft. Donc il y a un moment, non, tu fais pas un plan à 3 ans. Je veux dire, il y a un moment, Greg a raison, tu joues pour gagner l'année prochaine. Après, qui seront les bons joueurs pour ? On sait pas. Est-ce que tu gagneras le titre ? Bah, t'as une chance sur 32, donc par définition, tu ne gagneras pas souvent. Mais il y a un moment, tu joues pour gagner tous les ans. Les équipes qui jouent pour ne pas gagner, ça devient les Detroit Lions et ça passe 20 ans sans gagner un match de playoff. Il y a un moment, la mentalité Eagles, c'est ça. Peu importe qui t'as sur le terrain, next man up, you play to win the game. Enfin, moi, ça m'insupporte de mettre dans l'esprit des gens, en gros, pendant 2 ans, si on gagne pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. parce que Si, t'as c'est aucune grave. garantie. Si encore t'avais une garantie derrière, Mais ok. bien sûr, si on te Non. dit tu perds 32 matchs et t'es champion dans 3 ans, bah ok, on perd 32 matchs. Mais enfin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Les Jaguars, ça fait 10 ans, à une exception près, qu'ils sont dans le top 10 de la draft. À part 2017 où ils vont en finale de conf. Est-ce que ça fait d'eux une excellente équipe ? Non. Ils vont récupérer Trevor Lawrence. Est-ce que ça fait d'eux une excellente équipe ? Non. Il y a un moment, je suis désolé, mais il faut jouer pour gagner. Si tu joues pour perdre, moi je l'ai dit, la semaine 17 fera très mal sur l'esprit d'entreprise, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais là, ce discours, il est dans la lignée de la semaine 17, c'est on perd et c'est pas grave. Bah ça m'inquiète beaucoup. Ah, mais en disant ça, qui protège en disant ça ? Qui protège déjà son propre cul, premièrement, et il protège évidemment son fils spirituel, oh oui, mais il n'empêche qu'il n'y a pas que oui. Enfin, il y a un moment, je suis désolé, mais tout le monde me dit Joe Douglas, mais Joe Douglas, il était en charge des drafts, c'était pas mieux. Je veux dire, les scouts, parce que on va y revenir, mais choix de draft, quand on dit on a pris Ray Agor au lieu de Jefferson, alors Greg va me dire, oui, mais toi t'aimais pas Jefferson, c'est vrai, mais moi je suis pas scout, j'ai pas leurs compétences, je suis pas payé pour, j'ai pas l'accès à toutes les connaissances qu'ils ont. Il y a un moment, c'est quand même leur métier. On paye ces gens-là des dizaines de milliers Les scouts d'euros. préféraient Jefferson à Reagor. Oui, alors apparemment c'était, il y avait 2 camps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, on est en train de devenir une franchise dysfonctionnelle. Et on se complaît dans le fait. Bah non, on l'était pas. T'as raté qu'une jusqu'à... saison. À 3 saisons, je veux bien, mais t'es pas dysfonctionnel à une saison. T'es dysfonctionnel il depuis... qu'aujourd'hui, on trouve que perdre, c'est bien. Perdre à court terme, c'est pas grave. Pour moi, t'es dysfonctionnel depuis janvier 2020, depuis que le proprio a dû intervenir pour faire un changement dans le coaching staff. Et ça, c'est un autre point auquel je suis pas sûr d'être d'accord, mais ça a le mérite d'exister, cette façon de penser. C'est de dire, à partir du moment où t'as dit à Doug, tu choisis pas avec qui tu travailles, bah dans ce cas-là, il fallait le virer. Parce qu'un manager peut pas faire bien son boulot s'il choisit pas des gens avec qui il travaille. Bah, surtout un coach qui a gagné le Super Bowl, c'est incroyable de lui imposer ça au bout de... C'était quoi, au bout de 2 ans du coup ? C'est le coach qui a gagné le Super Bowl le plus rapide à se faire virer, parce que Gruden, ça a duré 6 ans, McCarthy par là aussi, Billick peut-être 7-8 ans. Alors cela dit, dans ceux que tu as cités, c'était des erreurs de les garder aussi. Donc peut-être que c'est une bonne McCarthy, c'est peut-être c'est peut-être une bonne solution aussi de s'en séparer, parce qu'en fait finalement il n'y a pas tellement de jurisprudence. C'est assez juste comme réflexion ça. Non mais McCarthy, c'est vrai que ça, si tu joues qu'avec l'affect, en te disant ça va durer parce qu'il a gagné, non, ça marche. Quand moi je vous disais il faut pas oublier qu'il a gagné un Super Bowl,
ça me choque pas qu'il parte maintenant après 3 ans après un Super Bowl. C'est-à-dire, c'est pas une immunité non plus, vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, C'est sûr. ce qui me choque, c'est en fait qu'il soit le bouc émissaire. Eh ben, on va y aller parce que je sens qu'il boue là. Mais tu parlais d'affect. Ça fait un Greg. an qu'il boule. Tu parlais d'affect. Mais alors, il y en a un pour qui il a beaucoup d'affect. Il a trop d'affect. C'est Howie Roseman. Et alors là, pareil, on va respirer un peu et on va débriefer cette conférence de presse parce que là, on va aller sur du lunaire. Donc Howie Roseman, qu'est-ce qu'en dit Jeffrey Lurie? Alors on s'accroche. Je suis vraiment convaincu que nos opérations de football, dirigées par Howie, peuvent non seulement répéter la performance 2016 jusqu'à maintenant, et une fois de plus créer une équipe de football dominante qui peut vraiment maximiser son potentiel. Opération de football, c'est football operation. Hein, comme je le dis en anglais, parfois j'ai des traductions un peu approximatives. Concernant la draft, ça c'est incroyable. En gros, on arrive à identifier les meilleurs joueurs, mais malheureusement, ils sont pris 2, 3, 4 ou 5 choix avant nous. Et ça fait partie de l'évaluation, mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à recruter les meilleurs joueurs. Et, parce que ça c'est génial, il est encore trop tôt pour savoir qui est le meilleur choix entre Gigi Arcega-Whiteside et DK Metcalf. Et il est encore trop tôt pour savoir qui est le meilleur entre Reagor et Jefferson. Alors autant sur le deuxième, on peut en discuter. Sur le premier, je suis un peu sceptique. Donc ça, c'est ce qu'il en dit, notre cher Jeffrey. Donc, rien n'est de la faute de Howie. Il est formidable. Il est formidable. Et alors, C'est de la faute des autres équipes, Victor. non, mais c'est la faute des autres équipes de choisir des joueurs. Vraiment, ils font chier ces gens, quoi. Ils pourraient choisir des daubes. Franchement, c'est vraiment énervant. Et je rappellerai juste un tweet de Thomas Pedersen qui disait que les Eagles ont pour l'instant la deuxième plus mauvaise valeur obtenue par les pics de draft depuis 2015. C'était Football Outsider, je crois, qui avait calculé ça. Over the Cap dit qu'on a 2 des 10 pires contrats de la ligue. Bon, Carson Wentz, c'est situationnel parce que s'il fait une bonne saison, c'est pas un worst contract. Jeffrey, c'est le numéro 1 de Over the Cap. Hein. Et du coup, c'est pas forcément attirant hein, pour un nouveau head coach. Mais donc, c'est la faute de Pedersen. Vraiment, c'est toute sa faute. Par contre, oui, il est formidable. Allez, je vais faire patienter Loïc, là. Je vais le faire bouillir. Greg, défends-nous un peu oui avant qu'il nous matraque. Non, parce que je veux pas que ce soit mal compris, j'insiste, parce que je sais que la communauté Eagles est pas très partagée et tout le monde considère, sans doute à juste titre, que Howie Roseman aurait dû partir avec Doug Pederson. Je vais me faire à la fois l'avocat du diable et puis je crois aussi quand même ce que je dis, hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. S'il avait été viré, ça m'aurait pas du tout choqué. J'aurais été à des années-lumière de crier au scandale et j'aurais dit ok, merci, bravo, pareil, next. Voilà, tu vois, vraiment, j'insiste, hein, je suis pas son plus fervent défenseur. Je dis juste quand même 2 choses. C'est extrêmement mal exprimé ce qu'il a dit sur J.J. Arcega-Whiteside. Sur Reagor, je l'entends, je pense que c'est aussi possible. C'est situationnel aussi parce que il a tellement pas eu un bon quarterback. Il a pas eu tellement de bons ballons. Du côté des Vikings, il y avait un système qui était plus faible pour Jefferson. Donc ça peut s'entendre. Bon, sur Arcega-Whiteside, je suis pas convaincu du tout. Hein, je vous le dis, c'est clair et net. Je peux pas tourner la situation. La draft, je trouve qu'il y a un mot qui est génial dans la draft, dans les sports américains. C'est ce côté de loterie. Et pour moi, le mot loterie, il est pas anodin. La loterie, soit tu as de la chance de gagner, soit t'en as pas. Et c'est extrêmement mal communiqué de dire « Oh là là, c'est pas de cul, on avait dit lui, il est trop fort, on a pris le nulos. » C'est cataclysmique, c'est catastrophique en com. Aucun débat là-dessus. J'ai juste que, dans le fond, c'est vrai. Mais là où tu dois être meilleur, c'est que tu dois être capable de prendre le 2e choix si ton premier choix est pas capable, et pas celui que tu veux. Toi, ainsi de suite. Je trouve juste que on a quand même trade up pour Dillard en disant on a réussi à choper le meilleur tackle de la draft. Donc c'est pas que quelqu'un l'a pris avant nous. Hein, voilà. Non mais attends, t'as des situations qui font dire le contraire à ça. Maintenant, ça explique peut-être enfin le choix de Jalen Hurts.
C'est-à-dire que si tu considères que ton meilleur joueur de draft de tour numéro 2 a été pris, quel qu'il soit, que ta situation du tour numéro 1, c'était Reagor ou Jefferson, qu'importe, d'accord, ou Lamb s'il avait été encore là, si les Cowboys n'étaient pas encore plus nuls que nous à la draft. Eh ben, ça veut dire que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. C'est une explication, hein, je donne pas mon avis personnel. Ça veut dire que tu considères que Jalen Hurts était, au moment où ton choix arrive, quels que soient tes besoins, le meilleur joueur de football encore dispo. Et que tu te dis, comme j'ai pas eu celui que je voulais et que j'ai encore des troisièmes choix, eh ben je vais prendre le meilleur mec disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est ce que ça veut dire dans ce choix-là. Alors, est-ce que c'est un manque de sérieux? Est-ce que c'est de l'incompétence? C'est un autre débat. C'est un choix, voilà, qui est fait. Voilà. Ouais, Je trouve ça. Tu ne peux pas mettre 2 quarterbacks sur le terrain, là où par exemple, si tu as déjà 2 bons wide receivers et que tu prends un wide receiver en disant c'est le best player available, tu peux jouer avec 3 wide receivers. Je Avec ne deux justifie quarterbacks, pas c'est le compliqué. choix, je l'explique, Victor. Je Non, ne mais bien justifie sûr, pas bien sûr. ça. Non, mais Ils ont je suis décidé que, l'avocat. comme les autres étaient méchants, t'inquiète pas, Loïc, tu vas avoir la parole. Comme les autres étaient méchants, eh ben, il faut prendre le meilleur mec disponible. Et donc, ils ont considéré, en leur âme et conscience, que c'était ce gars-là. Maintenant, t'as eu des Sanders, des Goddard, des Mailata, que personne n'a vu venir, Wentz, Semalo, j'ai pas encore dit mon dernier mot sur Sweat et Dillard. Eh ben, ok, il y a eu des bourdes, mais ces mecs-là sont des bons joueurs, et certains pourront devenir des pro bowlers. Je pense notamment à Sanders, Goddard et Mailata. Wentz l'a été, Semalo, sur un malentendu, why not? Alors Loïc, vas-y, je sors extincteur. Vas-y. Non, mais déjà, Howie Roseman, la principale qualité qu'on lui donne, c'est d'être un génie du salary cap. Et tu n'as pas cité le fait que les Eagles étaient 70 millions au-dessus du cap projeté. 71, Donc, sois précis. On demande. Sachant qu'il va le réparer parce qu'il a tenté de gagner cette année, c'est pour ça. Ouais, mais tu demandes au pyromane d'éteindre son feu, c'est marrant ça. Ouais, tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi dire au mec qui a tenté un truc avec des vétérans, ça marche plus. S'il arrive à l'éteindre et qu'on se retrouve avec une bonne équipe, il aura réussi. Voilà, c'est tout ce que Non, je dis. mais après, regarde tous les gros contrats qu'il a donnés depuis 2019. Donc d'abord, il a signé Malik Jackson en free agency. Pas de chance, il se blesse au bout d'un match et cette année, il n'a pas été bon au point de valoir 10 millions par an. C'était un bon choix, t'es d'accord, tu l'aurais tradé aussi. Non mais attends, non mais laisse-moi finir l'argumentaire, parce que c'est pas qu'un joueur, tu peux te planter sur un joueur, mais quand tu te plantes sur quasiment tous les gros contrats depuis plus d'un an, il y a un problème. Après il a tradé pour DeSean Jackson, il lui a filé une extension. DeSean Jackson, il a joué 4 matchs sur 2 ans. Après il file une extension à Carson Wentz, on va pas revenir dessus, hein. Wentz s'est totalement écroulé cette année, ils lui ont drafté un autre QB, enfin bref, foiré. Ensuite il a prolongé Brandon Brooks. Et depuis qu'il a prolongé, je crois qu'il a dû jouer 2 matchs. Et il s'est blessé en fin de saison dernière et il s'est blessé avant cette saison. Il a prolongé Lane Johnson. Lane Johnson, il accumule les blessures aussi. Il a prolongé Jake Elliott. Jake Elliott, depuis qu'il a prolongé, il est mauvais. C'est un des pires kickers de la ligue. Après, il a donné des gros contrats à Darius Slay, ça c'était bien. Mais t'as été obligé de trader en plus pour lui. Ouais, enfin, t'as tradé un 3 et un 5. Ouais, mais juste Pour un cornerback 1, ça vaut oui, largement oui, non, la mais je valeur. suis d'accord, mais t'as même pas réussi, tu vois, à obtenir un free agent et garder les pics pour des jeunes, puisque t'avais dit que tu devais rajeunir l'effectif. Mais Enfin, Slay, c'était à la limite, d'incendie, il fallait Slay. oui, bah t'avais pas le choix de toute façon. Après, il a signé Hargrave. Hargrave, pas de chance. Lui qui était jamais blessé, il a été blessé tout le mois d'août. Du coup, une demi-saison foutue en l'air. Et on a commencé à voir du mieux en deuxième partie de saison. Mais il va falloir quand même qu'il monte autre chose l'année prochaine. Et donc, voilà, tous les gros contrats qu'il a donnés depuis un an, c'est pas une catastrophe, mais on n'est pas loin. Mais moi, il y a un truc qui est important. Après, je leur donne la parole. Mais autant des mecs comme Mike Jackson ou Hargrave qui se sont jamais blessés et qui se blessent, on peut dire c'est la faute à pas de chance. Autant par contre, donner des grosses extensions à Lane Johnson ou DeSean Jackson, tu peux pas dire c'est pas de chance qu'ils se soient blessés. Parce que les mecs, ça fait 6 ou 7 saisons qu'ils ont pas fait une saison complète. L'extension de Lane Johnson, je rappelle aux gens, elle commence là. Elle a même pas encore commencé. Elle commence là. Donc, il y a un moment, j'adore Lane, mais tu peux pas dire j'aurais jamais pu penser que Lane Johnson il allait louper 4 ou 5 matchs. Il loupe 4-5 matchs tous les ans depuis 6 ans. DeSean Jackson n'a jamais fait une saison complète de sa carrière. Il y a un moment, oui, quand tu investis sur des mecs dont tu sais qu'ils se blessent souvent,
c'est quand même un peu de ta faute. Ah, Sur l'aspect contractuel, je suis d'accord. Le problème, c'est que quand tu investis autant en plus sur des joueurs qui ont plus de 30 ans, tu sais très bien qu'à un moment donné, même s'ils n'ont jamais été blessés, bah, ils vont commencer à régresser, ils vont commencer à se blesser, et puis enfin, c'est la nature, entre guillemets. Donc, tu as fait un pari parce que tu avais gagné le Super Bowl et que tu pensais que tu avais une fenêtre, très bien, mais là, le problème, c'est que tu t'es planté. Et j'ai oublié de mentionner aussi Alshon Jeffrey, bien évidemment. Son salaire 2020 garanti en août 2019. Ça, c'est un boulet que tu traînes depuis 1 an et demi et que tu vas pouvoir enfin t'en sortir dans 2 mois. T'as eu aussi Nelson Agholor. N'oublions pas que Nelson Agholor en 2019, ils choisissent de ne pas le prolonger pour baisser son cap et le font jouer sous 10 millions de dollars pour la saison qu'on a vue. Le mec il change d'environnement et pouf, il performe. Non, mais ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as raison de le souligner sur Agholor, mais les blessures, le changement d'environnement, moi je veux bien tout ce que vous voulez, et une fois de plus, je suis pas le défenseur de Howie Roseman, il a des torts, tout ce que tu as dit est juste, je cherche même pas à dire le contraire, je donnais juste des choses qui ont été réussies. Je dis juste que si tu te blesses autant, c'est que tu as aussi un problème de staff, et c'est quand même pas Howie Roseman qui met les mecs en condition et qui les fait jouer dans des positions qui sont pas forcément les leurs. Et quand les mecs, tu parles d'environnement, c'est aussi au coach de créer l'environnement aux autres. C'est pas que ton GM, en fait. Ça doit jouer, mais c'est pas que lui. C'est pas un hasard. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas lui qui va dans la tête d'un mec pour faire de la psy. Si le gars est pas heureux, bah, on y est pour rien. Et s'il est performant, c'est que il s'est pas trompé sur la qualité du joueur. L'environnement, c'est pas que le GM, c'est le coach et l'état d'esprit entre joueurs. C'est un ensemble de choses. Et à ce titre-là, tu as raison de rappeler les derniers ratages. Mais il faut aussi, dans le package, mettre le choix de Doug Peterson, qui a remporté le Super Bowl, être capable d'avoir mis Nick Foles. Je sais bien que tu vas bondir en backup et de voir ce qu'il a été capable de faire et de faire les playoffs d'une vie, qui sont peut-être les plus grands playoffs de l'histoire d'un quarterback. C'est pas neutre, tout ça. Donc, et Darius Slay a été identifié comme un truc. Donc, il y a des failles stratosphériques. Je pourrais utiliser tous les termes, tous les adjectifs. Tu les as bien résumés, tu as été très factuel. Mais il y a aussi des coups qui ont fait que il y a eu des triomphes. Au moins Mais les coups dont tu parles, c'est 2016 et 2017. Mais oui, mais ça existe. C'est pas ça nous donne la seule bague de notre histoire. Oui, ça compte. Mais là, c'est bon, t'es 3 ans plus tard en NFL. 3 ans, c'est une éternité. Oui, mais entre-temps, t'as gagné des titres de division et t'as été en playoff. T'as pas non plus fait 4 saisons. Mais tu vis dans le passé. Faut arrêter au Heroes. Non. Victor. Attendez, moi j'arbitre. Victor, ça fait combien de head coach pour Howie Roseman? Qui choisit ou avec qui choisit ou qui connaît d'ailleurs. Qui choisit 3. Chip Kelly, Doug Pedersen. C'est la première fois d'histoire qu'un GM a l'opportunité de choisir 3 coachs. Et moi je viens du foot, hein, donc je m'en fous. Ça m'intéresse moi. Non, pour le coup, moi j'ai changé d'avis entre temps. Parce que j'étais Team Greg. C'est-à-dire que ça me dérangeait pas plus que ça de garder Howie 1 an de plus. Je vais vous expliquer pourquoi je changeais d'avis. C'est à cause de Jeffrey Lurie. Parce que en fait, c'est à cause de sa conférence de presse. Parce que sa conférence de presse, il dit quoi ? Il dit, on repart dans un nouveau cycle, il faut rajeunir effectif, faut machin, c'est pour ça que je me suis séparé de Doug. Bah dans ce cas-là, si tu suis ta logique, tu te sépares de Howie. En fait, le discours est incohérent. Tu peux pas appliquer une logique à Doug sans l'appliquer à Howie. En tout cas, dans la manière dont il l'a présenté, pour moi, tu peux pas. C'est-à-dire que je vois quand même des avantages à ce que Howie reste. Je veux dire, pour se sortir, alors peut-être que ça fait pompier pyromane, mais il n'empêche que c'est un maître de la gestion du cap, et si quelqu'un peut nous sortir de l'ornière des moins 70 millions, c'est lui. Déjà, on va en gagner 23 avec Mike Jackson et Jeffrey, mais voilà. Donc je pense que sur le cap, il peut être utile, et je pense toujours que ça peut être un bon manager. Parfois, il n'a pas eu de chance. Moi, je pense à LJ Fort, qui était excellent à Pittsburgh, il vient chez nous, il est nul. Il repart, il est excellent à Baltimore. C'est qu'il y a un moment, en effet, les coachs ne le mettaient pas en condition. Je suis d'accord avec Greg. Mais dans l'idée, en fait, même si je ne suis pas fondamentalement dérangé de base que Roseman reste, je suis surpris de... Moi, j'entendais la conférence de presse, et en fait, plus j'entendais la conférence de presse, plus je me disais « Ah, mais en fait, il va virer Howie aussi ». Parce qu'il commençait à déballer son argumentaire, et son argumentaire s'appliquait à Doug et Howie. Je me suis dit, bah ok, le mec va aller au fond des choses, il va virer Howie. Eh ben non. Non, en fait, il faut repartir sur des nouvelles bases, il faut rajeunir effectif, il faut penser long terme et tout, il faut une nouvelle dynamique, il faut des nouvelles personnes, il faut des nouveaux décisionnaires, mais on garde Howie.
Il y a une sorte de... Il y a un problème, en tout cas, c'est peut-être juste un problème de communication, hein. Mais il y a un problème entre le discours de la conférence de presse et la décision qui est prise. Je sais pas si c'est très clair mon argumentaire, mais... Ça faisait 2 poids 2 mesures. Je sais pas si mon argumentaire est Si, très clair, mais moi pour je le pense coup, qu'il y en a encore un qui est l'homme de la situation pour encore un petit peu de temps. À cause de ce cap, peut-être que c'est pompier pyromane, comme tu l'as dit, mais il peut nous aider là-dessus. Et je pense, moi surtout, que si Howie Roseman a su convaincre, à tort ou à raison, hein, c'est pas mon opinion là, Lurie, qu'il allait réduire le cap, que les joueurs qu'il avait choisis, que ce soit en trade ou en draft, avaient été mal utilisés, et moi je pense que à la fin ils étaient mal utilisés, alors il a été capable de convaincre le propriétaire qu'il était l'homme de la situation pour lui dire on va avoir des choix de draft et on va prendre plein de jeunes. Et peut-être que c'est de l'opportunisme, mais c'est parce que c'est pas toujours ce qu'ils ont réussi. Avec des coachs qui vont faire confiance aux jeunes, fais-moi confiance. Je te dis pas qu'il a pas fait cas le serpent et il a endormi le riz. Je te dis juste que c'est quand même un discours qui peut s'entendre de la part d'un propriétaire, surtout quand tu as du pognon économisé. Non, mais surtout avec un mec qui t'a fait gagner. Non mais avec un mec qui t'a fait gagner, c'est pas neutre. Je sais que c'est le passé, mais c'est pas neutre et c'est pas il y a 20 ans. Non, j'entends. Moi, j'aurais lancé une nouvelle dynamique. Non, mais j'aurais très viré clairement, 2, mais voilà, encore une fois, le fait que Roseman reste me choque pas, mais la différence entre le discours et la décision, enfin moi ça serait mon entreprise, j'entendrais ce discours et la décision c'est on garde ton boss, je serais un peu surpris, voire un peu perdu sur la direction que veut prendre mon entreprise. Je sais que je ramène souvent ça à une entreprise, mais je suis désolé, les franchises américaines sont des entreprises, hein, comme les autres, elles font du sport, mais le fonctionnement reste le même. Donc voilà, après, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que je pense que toute chose égale par ailleurs, je me serais séparé de oui, mais ça me dérange pas autant que ça peut déranger Loïc, pour le coup. Mais après, est-ce que tu lui fais confiance pour réparer des postes comme receveur, cornerback, ce qu'il a jamais su faire de... Ben, moi, ce que via la draft, j'aimerais, parce que ce free que j'aimerais, agency, ce que j'aimerais, et on ne saura pas, mais c'est que Jeffrey Lurie lui ait dit ok, tu restes en tant que general manager. Par contre, les décisions de la draft, c'est le player personnel et de scouting, et les décisions de qui on met sur le terrain, c'est le coach. Toi, tu t'occupes vraiment du high level general management. Donc je sais pas si c'est comme ça que ce sera organisé, mais si c'est comme ça, et qu'il lui ait dit écoute, tu répares ta merde sur le cap et puis après on verra, dans ce cas-là, ça me va. Mais je sais pas après comment ils vont s'organiser là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais ils partent sur trade down, comme tu l'as dit, et que c'est vrai que la conférence de presse, les propos de Lurie font penser à ça en disant il nous faut un max de talent, t'as un pick 6, bah tu te dis c'est un pick qui peut t'en valoir 2 autres, ce qui était parmi les quelques scénarios possibles. On en parlera peut-être de la draft où on peut là. Moi, je pense Loïc parle à juste titre des receveurs qui sont complètement à réparer parce que c'est la deuxième pire escouade. Enfin, pour moi, c'est la pire escouade de la ligue. Et déjà la pire et en plus la plus décevante parce que t'en attendais davantage. Pas aidé par les errances des quarterbacks, ça c'est un fait. Il y a quand même un truc, c'est que là t'as une draft avec, ok, on sait pas, c'est un peu des paris, 2 super receveurs à venir. Donc ça va être très vite qu'on va savoir si tu décides de réparer avec un receveur générationnel ou d'accumuler les talents pour être à peu près moyen bon partout, tu vois. Non mais tout à fait. Je pense que là-dessus on a fait le tour sur Doug et sur Howie. On va peut-être se prendre 10 minutes pour parler des candidats, hein, parce que mine de rien, ça c'est intéressant aussi. Oh là là. Donc on va en parler tout de suite. Moi je veux Loïc comme head coach des Eagles, c'est possible, tu crois ça? Avec toi en coordinateur offensif et moi en coordinateur défensif et on met 12 linebackers sur le terrain. Voilà. Moi j'ai ça qu'on veut. J'ai la lucidité pour dire que je ne suis pas compétent. Je joue en 0-11-0 les gars, vous êtes pas prêts. Je vous le dis, je serai une incompétence totale. Donc c'est pas possible non plus. Bon allez, on fait un petit jingle et on parle des candidats. Donc les candidats, on a 3, même 4 familles de candidats. Et on va revenir sur les profils. Hein, mais 1, la promotion interne. Le favori, c'est Deuce Staley. C'est assez intéressant et on va y revenir tout de suite.
2, c'est les coordinateurs à la mode. Principalement Arthur Smith, le coordinateur offensif des Titans, et Brian Daboll, le coordinateur offensif des Bills. 3, c'est la piste universitaire. On parle beaucoup de Lincoln Riley, qui est le coach de Oklahoma. Et 4, c'est la Special Eagles, c'est-à-dire on va chercher un mec qui travaille avec Andy Reid, qui vient d'Arbre d'Andy Reid et qui a un peu d'expérience sur le terrain. C'est Mike Kafka, qui est l'entraîneur des quarterbacks de Kansas City. Alors messieurs, chapitre 1, et c'est peut-être le plus controversé, c'est qu'alors que Lurie et McLean rapportent étaient en opposition avec Doug en disant il faut pas de la promotion interne, il faut des gens qui ont d'expérience et des gens qui viennent de l'extérieur. Et une heure après, on nous dit qu'un des favoris, c'est Deuce Staley, qui est déjà chez nous et qui n'a pas d'expérience en tant que head coach. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On va essayer d'être synthétique et de faire vraiment du 1 minute, 2 minutes sur les mecs, mais qu'est-ce que ça vous inspire, l'option Deuce Staley ? Du foutage de gueule. Oui, Pour les comme- arguments. C'est pas en rapport avec Staley, mais c'est ce que tu viens de dire. Tout ce qu'on a pu lire sur la promotion interne, machin. Et le premier nom que tu cites, c'est un candidat en promotion interne, mais ça n'a pas de sens. Il est adulé par les joueurs, hein. Malcolm Jenkins et autres ont tweeté, enfin tout le monde adore chez les joueurs, mais... Enfin, mais c'est Malcolm pas- Jenkins, il s'occupe plutôt des playoffs, là, il reste calme, il reste aux Saints, et puis il vient pas se mêler d'un truc, parce que, non, mais je laisse finir, parce que moi, j'aurais pas grand chose à dire derrière, mais foutage de gueule, j'aime beaucoup le résumé, donc vas-y, finish him, comme on disait. Non, mais moi, joueur. peut-être que ça a l'air d'être un meneur d'homme. On a toujours vu les running backs parler en bien de lui. J'ai pas de doute. Mais après, je pense que l'avis des joueurs, faut pas en tenir compte. Je pense que les joueurs aussi ont besoin d'un nouveau coach, d'être secoués, d'être un peu désarçonnés, ne plus être sur leur acquis. Donc, Alors moi, Je j'ai comprends. peut-être Alors, un avis. attendez, je tiens à le dire devant la France fan des Eagles, je suis 100% d'accord avec Loïc. Voilà, écoutez, de C'est temps beau. en temps, ces choses-là arrivent. Moi, j'ai une proposition alternative. Comme c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être prometteur, qui fait du bon boulot et qui a de vestiaire, est-ce que pour s'assurer l'allégeance du vestiaire, ça aurait pas de sens de faire de lui l'assistant du head coach ? mais il était déjà assistant. Non, de mais coach. vraiment. C'est-à-dire que, oui, enfin, assistant head coach, t'en fais ce que tu veux, hein, c'est un titre. Mais en attendant, il y en a qui sont sur le terrain et il y en a qui, en gros, c'est juste pour le bonheur d'avoir le titre. Mais vraiment, quoi, qu'il l'implique Mais vraiment. le gars, il avait 3 titres. Il avait coach des running backs, assistant running game Il est coordinateur. assistant coordinateur offensif, je crois. Non, Et, il est assistant à la coordination du run. Mais Enfin, mets-le bon, coordinateur offensif alors. Pourquoi tu le mets pas Non. coordinateur offensif Parce qu'il nous faut d'expérience, je pense, des deux côtés de terrain. Il faut des éducateurs. Là, moi, je trouverais que ça serait du. Mais pourquoi pas ? Si on a un head coach à vocation offensive et qu'on dit on recrute un gros bonnet en coordinateur défensif, Et ben dans ce mais cas-là, par tu contre, peux mettre du coup, Staley. voilà. Mais par contre, du coup, en offensif, on va mettre un mec pour nous aider à identifier les joueurs qui veulent et tout. Pourquoi pas ? Mais il faut que le head coach soit à vocation offensive et s'occupe du play call. Mais pourquoi pas ? Ouais, bof. Donc, la deuxième catégorie, qui est peut-être la plus séduisante traditionnellement, les coachs à la mode, Arthur Smith, Brian Daboll, on pourrait parler d'Eric Bieniemy de Kansas City. Là, j'ai pris volontairement que des offensifs, hein, si on part du principe qu'il faut réparer l'attaque, choisir est-ce qu'on peut réparer Vance, etc. Dans ce cas, il faut plutôt un offensif. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Daboll. Enfin, vous l'avez déjà dit, c'est pas que mon coup de cœur. Hein. Je crois que c'est je sais pas si c'est le vôtre d'ailleurs. On n'a pas reparlé depuis un moment. Moi, il a transformé Josh Allen quand même. Ah, voilà, c'est pour une quand raison, même c'est prodigieux. Hein. Pour une raison, tu l'as dit, c'est pour un nom, c'est Josh Allen. J'avais déjà fait la comparaison entre Josh Allen et éventuellement Jalen Hurts. Elle peut presque se faire aussi avec Carson Wentz par moment. Je trouve que la façon dont Josh Allen est devenu un Pro Bowler est absolument dingue. Bon, il doit faire un peu plus attention encore en playoff, hein, parce que par moment, il a les fils qui se touchent. Alors ça, Ouais, c'est ouais. beau, ça. Et par Ça, moment, c'est par moment, il a les fils qui se touchent. On l'avait vu l'an dernier, on l'a revu en fin de match là. Ouais, il fait un fumble, Ouais, mais enfin, il est ouais. extraordinaire. Mais tout le je match. l'adore. Non mais attends, je te dis ça, je l'adore. C'est juste qu'il faut faire attention à ça. Mais ça, ce sera pas le problème du coach des Eagles. Donc rien que pour la qualité de l'attaque des Bills et la façon d'avoir développé Josh Allen, ce gars-là mérite d'être interviewé en tout premier. Josh Allen, c'est Jalen Hurts dans le corps de Carson Wentz.
Après, Moi, c'est comme ça que je le dirais. pour Dabble, avec Victor, on avait Bills France qui nous disait que, a priori, Dabble avait quitté Alabama parce qu'il était en désaccord avec Nick Saban sur les quarterbacks. Nick Saban qui avait préféré un certain Jalen Hurts, alors que Dabble Oui, préférait un certain il a pas, Tua il a pas une bonne Tagovailoa. antériorité avec Jalen Hurts et il s'est un peu loupé sur le pied-côte du match contre les Colts. Mais Ouais. malgré tout, moi je pense que j'aimerais beaucoup Brian Dabble et on essaye de réparer Vance. Année Ou perdue Alex pour année Smith, perdue, non. tu vires J'ai envie de Hurts s'appeler et Smith. t'essayes de réparer Vance. Non, mais après, ça dépend. C'est sûr, ça dépend. C'est quoi ton projet au poste de quarterback? Si ton projet, Si ton projet c'est de réparer Vance, moi Brian Dabble. si ton projet c'est de réparer Wentz, mais Deuce Staley, c'est même pas la peine de le considérer en fait. Ah non, là Qu'est-ce par qu'est-ce contre. qu'il va faire Moi, Non, je mais peux- c'est pour ça que Brian Dabble, pour moi, c'est le mec qui peut réparer Vance. Troisième, Après, Lincoln Riley. attends, juste un petit mot vas-y, sur vas-y. Dabble et Smith. Après, la Oui. question à se poser, c'est est-ce que ces gars-là, s'ils ont plusieurs offres, est-ce que l'offre des Eagles c'est vraiment la plus intéressante pour eux ou pas? Je pense qu'on est T'as raison. C'est une très bonne question, tiens. Je pense qu'on est le poste d'entraîneur le moins désirable. Avec les Tout ce Texans qu'il y a peut-être actuellement. à la limite, mais Oui, avec les Texans. Oui, c'est vrai que les Texans, c'est bien merde aussi. Mais je pense qu'on est le moins désirable. Parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de jeunes. Il y Ouais, a c'est ça, un hein. general manager qui te plantera un couteau dans le dos quand il pourra. Est-ce que vraiment tu as envie d'aller là-dedans? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est en général quand un nouveau coach, en particulier un qui a de l'expérience en NFL, que ce soit en tant que coordinateur ou coach de position, quand il arrive en place, il aime bien recruter en free agency des joueurs qu'il connaît. Et là, cette année aux Eagles, ça va être compliqué de signer des joueurs en free agency. Donc, ouais, je sais pas. Après, t'as des interviews, hein. Si Lurie et Howie sont bons quand ils rencontrent le gars, arrivent à vendre leur projet, quand bien même 2 ans ou 3 ans après, il y a un coup de poignard ou c'est plus ça. L'idée, c'est de séduire, hein. C'est que le jeu de la séduction, la franchise, elle est belle, Mais les fans sont beaux. Ça veut dire, c'est pas, vos arguments sont très justes, mais c'est pas neutre quand même, coach des Eagles, et je dis ça en essayant d'être le plus objectif bah, possible. écoute, moi l'année dernière, Lurie il voulait que les Eagles fassent passer un entretien pour le poste de coordinateur offensif au coordinateur offensif de USC, je crois. Et le gars a même pas voulu se déplacer, quoi. Et il y a eu d'autres gars comme ça qui ont refusé de se déplacer. Le coach des Titans, je crois, des Ravens. Oui, mais peut-être que le problème, c'était Doug globalement- Peterson, parce qu'il savait Non, qu'il voulait faire les calls. Mais globalement, si on fait la liste, Falcons. Bon, Falcons, c'est peut-être un peu bâtard aussi comme situation. On va les mettre avec nous. Ah oui, il y a les Lions. Oui, mais les Lions, c'est pas vraiment une équipe de NFL. Ouais, Les Falcons, Texans, c'est comme nous, c'est la merde. Les Jaguars, ça donne envie. Les Chargers, ça donne envie. Les Jets, ça donne envie. Mais ça donne envie parce que tu parles de quarterback. Enfin, pas pour Pas les seulement Jets, parce pour les que autres. tu parles d'équipes que tu peux reconstruire de A à Z. Il y a beaucoup de caps, il y a des pics. Et tu l'as dit, dis, on n'a pas le droit à 5 ans. Je vais pouvoir modeler l'équipe comme je le veux dès la première année. Voilà, c'est tout. C'est luxe qu'il n'aura pas aux Eagles. Donc, du coup, troisième catégorie, Lincoln Riley de Oklahoma. Moi, je vais le dire tout de suite, comme j'adore la NCAA pour les prospects, je suis énormément les prospects, mais je suis très peu l'avis des équipes, donc j'ai pas tellement d'avis sur lui, mais j'ai l'impression qu'il cristallise beaucoup de négativité autour de son nom. Loïc, pour toi, ça t'évoque quelque chose ou pas? Non, mais moi, je tweetais hier, je trouverais ça drôle qu'ils essayent de réparer Wentz avec l'ancien coach de Jalen Hurts. Ça serait le délire total, quoi. Et de Baker Mayfield et de... Ouais, mais pour moi, si tu prends un gars comme Lincoln Riley, c'est que tu passes avec Hurts comme quarterback. Je vois pas comment tu peux. Déjà que je pense que ta relation avec Wentz, même si Pedersen est parti, elle va pas être à 100% bonne. Là, si tu lui dis, bah, on fait venir l'ancien coach de Jalen Hurts, mais t'inquiète pas, c'est toi notre numéro 1, je pense qu'il va peut-être avoir des réticences quand même. Ouais, Ouais, mais après, ça veut peut-être dire que tu vas faire joueur, ça, tout simplement. C'est sûr que pour le coup, il a eu Baker Mayfield, il a eu Kyler Murray. Ouais, Et mine de rien, quand t'as eu Kyler Murray et Jalen Hurts, c'est que t'aimes bien ce type de joueur quand même. Et maintenant, il a Spencer Rattler, mais ça sera une discussion pour l'année prochaine.
Et dernière possibilité, Mike Kafka. On en pense quoi? Moi je dis stop, hein. Faut arrêter. Non, moi, C'est pas parce qu'il y a un truc qui a marché une fois qu'il va marcher à chaque fois. Prendre le mec, bizarrement, il y a que nous qui le voulons depuis des années et personne d'autre est intéressé. C'est peut-être quand même assez bizarre. Bizarrement, Reed lui a pas confié le poste de coordinateur offensif. Il y a un moment, aller prendre le coach des quarterbacks de Andy Reid parce que c'est Andy Reid, ça me fatigue. Parce que c'est Patrick Mahomes aussi. Bah ouais, bah voilà, donc Mahomes, tu sais pas au final si c'est le coach qui fait du bon boulot ou Mahomes il est tellement bon qu'en fait il te fait croire que c'est un bon coach. Donc, Oui, mais c'est pas parce que t'es un bon quarterback whisperer que tu seras un bon head coach Bien sûr, principal. Oui, mais je veux dire, De leur réflexion, Filippo. c'est Mahomes et Reid. Si Oui. c'est ça, c'est bourrin, mais c'est ça. Mais De Filippo, il a tiré le meilleur de Vance en 2017, mais après il est devenu un coordinateur offensif de merde. Hein. Enfin, non, il y a un moment, le truc avec moi je veux pas Kafka pour une autre raison, c'est après pour assembler un coaching staff. Je préfère que ça soit un coach vétéran qui ait des connexions un peu partout dans la ligue qui viennent avec son staff qu'il a composé lui-même. Et pas comme avec Pederson en 2016 où Pederson il arrive et au final c'est Roseman et Lurie qui ont déjà fait le staff et non, bah en fait non. Je préfère moi je dirais que choisir Kafka serait un choix kafkaïen. Bien sûr, bien sûr. Ah là là, Moi, je bienvenue pense sur que- France Culture. Moi, je Quel pense. humour. Non, c'est Rire et Chanson, tu t'es trompé. Moi, Ah, pardon. je pense quand même que si tu donnes les clés à Hurts, ça va être ça en fait. C'est à quel QB tu donnes les clés. Et Oui. je n'arrive pas à savoir ils vont choisir le head coach par rapport à leur QB numéro 1 ou si ils choisissent leur QB numéro 1. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si l'un va Oui, être je suis d'accord. responsable de Je l'autre. suis d'accord. Et je pense que si tu pars sur un universitaire en disant on va prendre le temps, ça veut dire qu'un mec qui n'a pas l'habitude de l'être. Enfin, le discours de Lurie me fait penser qu'ils sont capables d'aller chercher un universitaire, de mettre Hurts, d'aller prendre des talents, de se dire ah attendez on a perdu pas beaucoup machin cette année, mais par contre on va devenir des Top Gun l'année suivante. La conf de presse, ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer parce que la semaine dernière encore avec Doug Peterson allait rester, me fait penser qu'ils vont plutôt partir sur ça. Si tu prends un vétéran par contre, c'est pour réparer Wentz. Tu vois ce que je veux suis dire? d'accord avec ça, mais moi, il y a d'autres questions. C'est même s'ils veulent Lincoln Riley, est-ce que Lincoln Riley a envie de venir? Il est dans une top 5 université, il gagne 7 millions par an. Parce que les coachs sont souvent, paradoxalement, presque mieux payés en université qu'en NFL. Il gagne ses 7 millions par an, il est en playoff quasiment tous les ans. Est-ce que vraiment il a envie de bouger? C'est peut-être une autre question. Après, il faut savoir qu'il est proche a priori de Will Roseman, mais il est proche aussi des Jones aux Cowboys. Donc il peut très bien attendre un an en voyant si McCarthy se fait pas dégager l'année prochaine. En tout cas, Lincoln Riley, j'ai vu que beaucoup cristallisent un peu d'agressivité sur lui. Je pense en tout cas, moi je suis d'accord, la clé ça sera ce que dit Greg. Est-ce que tu choisis ton head coach et tu lui dis bon alors tu veux quel quarterback, ou est-ce que tu te dis bon bah je veux ce quarterback donc du coup je vais recruter tel head coach. Ça sera toute ta question et dès qu'un choix sera fait, on sera là pour le débriefer tous ensemble. Quand tu dis proche de oui, c'est pour ça aussi peut-être qu'ils choisissent ça. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait ils ont jamais parlé à Hurts pendant le process de draft, ils ont parlé à son coach. Ouais. Donc après faut C'était peut-être un coup avec 365 jours d'avance. Hein. Après faut voir si dans ce cas-là, t'aurais pas signé un contrat garanti à 130 millions à Carson Wentz. Ouh, tu sais ça, on n'est pas une incohérence près. Hein. Non mais Eagles, après faut prendre en compte aussi que pour Lurie quand même il a investi beaucoup d'argent sur Wentz, hein, donc pour qu'il passe à autre chose. Un jour, j'aimerais quand même qu'on ait. Ça finira par sortir dans 4, dans 5 ans. J'aimerais quand même qu'on ait l'explication finale de Jalen Hurts parce qu'il y a quand même. Tous les sens, il y a un truc qui va pas. Donc, il y a forcément une logique s'ils l'ont fait. Je pense que le jour où il y a un scout qui a été bien impliqué, qui était haut placé, qui va se faire virer, et qui va commencer à parler en off, on aura peut-être des infos, ou quand Ori sera viré, ou. Non, oui, il parlera pas sur les Eagles, pas sur le Riff, pas après de ça, sauf si vraiment ça se finit mal. Mais... Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On s'était dit une petite heure, on est à 55 minutes, on est bien. C'est bien.
La suite est-ce très que vite, vous avez hein, un du coup, mot hein. de la fin, quelque chose que vous voulez rajouter? Ouais, moi je veux bien dire ça à nouveau. La suite très vite parce que ça va ça va exister cette intersaison du coup pour nous quoi. Ah Là bah où ça, là c'est beaucoup plus agité que prévu. Là, hein. Non, ça va mais exister. ouais, entre excitation et désespéré parce que tu sens que la franchise elle est dans un sale état quand même. Tu sens que les Ah ben, de toute façon, soyons clairs. Hein. c'est même pas une question C'est, d'être nul en fait, c'est une question du process de décision où tu te dis de toute façon les mecs Bah, moi, je pense que le head coach va être vraiment fondamental. Parce que là, soit tu recrutes un mec qui redresse la barre, et en NFL, tout va très vite. Hein, dans 2-3 ans, on peut être en position de gagner. Soit tu recrutes un mec qui te coule pendant 5 ans. Mais ça, après tout, ça fait partie du jeu. Hein. Et on verra ça dans le prochain épisode, parce que je pense que du coup, au rythme où ça va, notre prochain épisode, c'est l'embauche du nouveau coach. Sauf s'ils mettent 10 mois à se décider. On peut dire à tous ceux qui nous écoutent qu'a priori ça doit se faire dans combien de temps d'ici 3 à 10 jours. non, Ça peut être plus long. ouais. Ça peut être plus long. En fait, ça dépend. Il y en a qui ont émis l'hypothèse, notamment Joe Banner, que les Eagles avaient déjà le quelqu'un. Ouais, remplaçant. que, Mais s'ils ont déjà le remplaçant, c'est Dieu Staley ou Lincoln Riley. ouais, Ça donc sera va- pas Annie. Ouais. Parce que Et ça ça va peut aller pas très être vite. double et tout, parce qu'ils auraient dû demander officiellement l'interview et ça serait sorti dans la presse. Ouais. Ils n'ont pas le droit de les interviewer. Par contre, Enfin, les universitaires, Sauf c'est- je- oui. juste Double a le même agent qu'Howie Roseman aussi. Oui, mais même, non, ils n'ont pas le droit de s'interviewer. Par contre, je dis aux gens qui pourraient être surpris, pourquoi on ne sait jamais si les universitaires sont interviewés? C'est tout simplement parce que si finalement ils n'ont pas le poste ou qu'ils ne prennent pas le poste, les franchises NFL ne veulent pas que ça interfère dans le processus de recrutement des universités, parce que ça pourrait faire peur à des prospects de savoir que le coach est en partance. Donc c'est pour ça qu'en général, vous voyez souvent passer les Eagles ont demandé l'interview de un tel en NFL, mais vous ne verrez jamais passer les Eagles ont demandé l'interview d'un tel en NCAA. Après, il a raison, hein, Loïc, on fait 2 minutes de rap, mais le coup des agents, si tu es sûr de ton coup, si tu vois, je dis pour Double, si tu es sûr de ton coup, si c'est le même agent que Roseman et Ouais. que l'autre il te dit c'est un très bon QB, tu vas attendre que les Bills sortent ou gagnent, et puis tu feras l'interview non, enfin puis terminé. si tu sais déjà quel mec tu veux, alors que tu l'as pas interviewé et qu'il t'a pas expliqué ton plan pour le futur, c'est que t'es incompétent. Mais non, mais tu peux l'interviewer, mais j'ai dire pour la forme. Bah non, donc c'est que t'es incompétent. Si tu recrutes un mec sans savoir son plan, c'est d'incompétence. Bah, en gros, si on sait vite, c'est ce que tu as dit. Si on sait pas, c'est un des deux. Et ouais, le mot de la fin, bah peut-être. Donc non, pour revenir juste pour répondre à la question de Greg, ça peut être entre maintenant et mi-février. Ce sera difficile de faire un peu plus tard, sachant que mi-mars, il y a la free agency qui commence. Donc on va dire que ça dépend aussi des cibles. Si les Bills, si vraiment c'est d'abord notre cible et qu'on peut pas l'interviewer et que les Bills par exemple vont au Super Bowl, ça va repousser les choses. Non, tu Donc, peux j'ai envie l'interviewer de- avant. Tu peux Oui, l'interviewer mais avant. il y en a beaucoup qui refusent. Il y en a beaucoup Ah, qui mais refusent. lui, a priori, il a pas refusé. Hein. Mais voilà, donc à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, dès qu'on a plus d'infos, on reviendra vous donner. Et si ça tarde trop, on fera peut-être un podcast s'il y a de la matière à en faire un. Ouais, moi, le mot de la fin, c'était pour faire de la pub pour Greg. C'est C'est vrai beau. ça. Et d'ailleurs, c'est notre nouvelle tradition. On finira par la Minute Greg, qui a pété les audiences. On peut le dire, hein, c'est excellente audience pour l'équipe. Et on va te laisser nous... Déjà, on te félicite, et puis on te laisse nous parler de ce qui arrive. Mes petits chatons, vous êtes bien sympathiques. Oui, parce qu'on a commencé les playoffs sur la chaîne d'équipe dimanche dernier avec la qualification annoncée des Ravens. Ça, c'est pour Anthony et Peter, ça leur fait les chevilles. Face aux Qui se sont Titans. qualifiés en 1h30 d'ailleurs. Ah, c'est incroyable, c'était le match Le mais plus désolé, rapide parce du que- monde. Non, mais on a C'est besoin le d'un plus court certain depuis temps. 20 ans, tu sais. Ah bah, on a fait le débrief le plus long de l'histoire de la NFL en clair, hein, de toute façon. C'était Et terrible. qui a très bien marché aussi le débrief. Alors, Non, c'était mais une bonne tes surprise. débriefs, t'es super bien, mais on voyait bien que, genre, vous aviez prévu un quart d'heure de débrief, et là, tu regardes ta montre, tu fais... Mais Ah ouais, merde, c'est-à-dire les qu'il mecs, faut ils ont aller fini 40 il y a minutes tout un avant. timing. Non, mais les mecs finissent avant 22h, bordel. On est d'accord qu'un match de 19h, le truc à 22h10, Ça 22h15, finit minimum à 22h. voilà, et 22h10 en moyenne, parfois 22h15 et 22. Et là, si Ten Hill, il fait la bonne passe au receveur dont j'ai perdu le nom qui est démarqué à gauche, Et ça G. fait Brown. 20 partout et voilà, bon bref.
Ça a très bien marché, c'était cool. Et on recommence, c'est très très bien marché. Donc on verra ce que la chaîne fera au niveau de la com sur ça. On recommence samedi soir. C'est pas dimanche pour une fois parce qu'il y a la finale de la Coupe d'Espagne et peut-être un Real Barça au moment où on enregistre celui-là. Donc vous vous doutez bien que c'est aussi priorité à ça. Et nous on profite d'aller voir le futur MVP probable, Aaron Rodgers, pour s'offrir un match entre une attaque de feu, les Packers, contre le meilleur défenseur, Aaron Donald et les Rams. Ça va être une super affiche. Samedi 22h30 sur la chaîne L'équipe. Voilà, messieurs. Ah bah, c'est le meilleur attaquant de la saison face à un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Franchement. Ouais, c'est ça. C'est Je veux dire, on a lancé le meilleur incroyable. coureur. Ceux qui connaissent pas, ils ont vu Derrick Henry, ils ont dû nous prendre pour des menteurs. Hein. Je te le dis. Et puis Ah t'as, oui, Derrick Henry, ça a été t'as- compliqué. t'as Mais il a sur- été un peu abandonné par sa ligne aussi. t'as surtout le duel Davante Adams. Jalen Ah, Ramsey. Davante Adams, Jalen Ramsey. Ça Bien sûr. ça va être le match-up à suivre. Eh ben, on finit là-dessus. Merci à vous. Merci et beaucoup. puis, on se retrouve très vite en attendant Fly Eagles Fly et on espère des jours souriants pour l'année 2021. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.